Oui, alors je fais suite, je crois, à la précédente conférence qui traitait de millions d'années. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en milliers d'années. Donc pour nous replacer dans le contexte, je commence par un petit rappel pour vous dire qu'il y a seulement, pour nous archéologues, il n'y a que 20 000 ans. La Beauce était sous un climat tout à fait différent, c'était le climat de la dernière glaciation, et elle était recouverte en fait d'une steppe type toundra stépique. Et vous avez là l'une des dernières cartes qui vient d'être publiée par l'INRAP dans leur livre sur l'histoire de la France. Et vous pouvez constater que nous étions ici en zone de pergélisol discontinu sporadique et que couraient les rennes et les chevaux. Sous ces climats-là, avec ce sol gelé une bonne partie de l'année, même si on avait su déjà cultiver, ça aurait été impossible. Donc, à cette période, la Beauce n'avait pas du tout la même couverture végétale et les humains ne pouvaient que chasser. Donc je vais franchir le temps assez rapidement et donc là je vous présente sur cette courbe, alors les collègues maintenant ont tendance à les présenter avec le 0 ici, donc là le temps le plus ancien de ce côté-là. Donc vous constatez qu'ici il y a exactement 670 ans, 14 000, pardon, 670 ans, alors ça veut dire calibré par rapport à la datation C14, before present, un changement climatique important, un réchauffement important. Et donc c'est même ce qui va être appelé le maximum climatique de cette période-là. Et vous voyez qu'ensuite, eh bien, ce réchauffement va être suivi, je vais essayer de prendre ma flèche, ça sera peut-être plus simple, par une phase chaotique avec un nouveau refroidissement. Donc les questions qu'on va se poser, c'est comment la faune et la flore réagissent à ces changements brutaux de météo et de climat, les deux à la fois, et comment les sociétés humaines se sont petit à petit adaptées puisque nous sommes là aujourd'hui, donc on n'a pas disparu. Alors là, le groupe humain de cette période s'appelle les Magdaléniens. Et donc les Magdaléniens qui vivaient en Beauce à cette période étaient des chasseurs-cueilleurs, ou collecteurs comme vous voulez. Et donc leur gibier principal, et c'était leur base alimentaire, était toujours le cheval et le renne. Donc rien à voir avec la faune actuelle. Et puis, en fait, dans le bassin parisien, alors il n'y a pas de site exactement fouillé pour l'instant sur le Loiret et autour de la Loire, mais on n'est pas très loin. En fait, les collègues, dans leurs derniers travaux, vous voyez, 2019, c'est assez récent, ont pu montrer qu'ils étaient plutôt des chasseurs de chevaux. Parce que finalement, le cheval n'était pas migrant, alors que les rennes, il fallait suivre les troupeaux en migration. Et donc, dans notre secteur, ils étaient davantage des chasseurs de chevaux. Je vous en parle un petit peu parce que je vous reparlerai du cheval en période beaucoup plus récente, un peu plus tard. Donc, le terdiglaciaire, donc on quitte le pléniglaciaire, on rentre, vous voyez, la fin du Magdalénien, on rentre dans cette phase qu'on appelle le terdiglaciaire avec toutes ces variations climatiques, et on va petit à petit arriver au réchauffement climatique dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Donc à partir de là, eh bien, le renne va avoir trop chaud, il va se sentir mal, donc il va remonter vers le nord, et vous allez voir ce qui va arriver aux chevaux. Et puis donc, puisque les territoires se dégèlent, on a aussi en même temps une grande migration
d'humains qui vont reconquérir des nouveaux espaces. Et en même temps, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est peut-être écrit, avec la déglaciation, la glace fond et les niveaux marins remontent. Entre le pléniglaciaire et aujourd'hui, c'est 120 mètres qui ont remonté. Aujourd'hui, nous avons découvert les forêts sous la Manche. La Manche n'était qu'en fait un grand fleuve et la Tamise et la Seine se jetaient dans ce fleuve. C'est un petit bras d'eau, la Manche. Alors, donc, petit à petit, j'en arrive à la période qui nous concerne, donc petit à petit, eh bien, la toundra disparaît, les graines d'arbres arrivent. Alors, vous savez, quels sont parmi les meilleurs transporteurs de graines? Il n'y a pas que le vent, les oiseaux et les écureuils, par exemple. Voilà. Et donc, petit à petit, la forêt va reconquérir le territoire, ou conquérir le territoire. Et parmi les premiers arbres colonisateurs, ce sont les noisetiers. Et je vous en reparlerai en vous montrant un petit peu les méthodes tout à l'heure de mes collègues. En fait, on travaille en étudiant le sédiment archéologique lors de fouilles, ce qui nous permet notamment de retrouver des micro-mollusques comme celui-ci, qui s'appelle Discus rotundatus, qui est caractéristique des milieux forestiers. Donc on a la preuve, on ne raconte pas ça pour raconter une belle histoire comme ça. Tout est étayé scientifiquement. Et donc, à partir de ce qu'on appelle le boréal, on va être sur cette espèce de plateau qui est le climat actuel, alors avec des micro-variations, comme vous devez le savoir, il y a des hivers froids, des périodes un peu plus chaudes, etc. Mais globalement, on est dans ce qu'on appelle un interglaciaire. Alors voilà un travail de synthèse de ma collègue Anne Brideau, qui est directrice de recherche au CNRS. Vous avez sur ce schéma donc la courbe climatique en bas qui nous permet de suivre ce que je viens de vous raconter. Donc la période de la fin de la dernière glaciation avec la steppe qui commence à devenir une steppe arbustive, et vous voyez les rennes, ils vont disparaître parce qu'ils ne vont plus trouver leur alimentation dès qu'il fait plus chaud, et en plus ils sont attaqués par un tas de parasites dont ils crèvent. Donc petit à petit le renne va quitter notre région. Le cheval va perdurer un peu plus longtemps, mais vous voyez qu'il devient de moins en moins présent jusqu'à disparaître. Alors là, je vous parle du cheval sauvage, non domestiqué. Ce lièvre, c'est le lièvre mince, c'est pas le même lièvre que nous, c'est le lièvre des zones froides, je trouve plus son nom, ça m'échappe. Et la marmotte, eux aussi vont disparaître, ainsi que le lagopède des neiges, le hibou des zones glaciaires, etc. Et petit à petit, puisque la forêt va s'installer, avec ces alternances de chaud et de froid, je reviens dessus dans 2 secondes, le cerf et le chevreuil vont remonter du sud, vont remonter de zones dans lesquelles ils s'étaient réfugiés pendant les périodes froides et vont recoloniser notre région. Et le troisième qui arrive, c'est le sanglier. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a dans la forêt caducifoliée, de forêt orléanaise, cette trilogie cerf, chevreuil, sanglier. Et puisqu'on parle souvent réchauffement climatique aujourd'hui, bien vous voyez que pendant cette période chaotique qui correspondait à la fin
de la dernière glaciation. Là, le réchauffement brutal dont je vous parlais tout à l'heure, et puis vous voyez toutes ces variations, plus 5 degrés d'un seul coup ici. Donc là, on nous parle entre 1,5 et 2. Hein. Ensuite, ça redescend, une moyenne climatique de 1. Mais là, ça redescend un peu plus, moins 3, moins 4. Alors, comment on mesure tout ça? Alors, c'est un peu compliqué, c'est du delta, c'est une différence entre des isotopes de l'oxygène, 18-16. Enfin, voilà, ça nous sert de thermomètre fossile. Et puis, ça remonte entre 1,5 à plus 3 degrés ici, jusqu'à arriver après à nos températures moyennes d'aujourd'hui. Donc, nous rentrons dans la phase Holocène et dans le cœur de cette conférence. Voilà. Alors, il y a 9000 ans, si on se promenait en Beauce, nous étions dans un paysage qui ressemble à celui-ci. À savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui les vallées sèches ou les petits rus, comme la Rimarde, comme la Retrève qui a fait parler d'elle en 2016, hein, eh bien, c'était sûrement beaucoup plus en eau et les vallées un peu plus marquées qu'aujourd'hui. Et donc, les populations qui s'y installent, on les appelle des mésolithiques, et donc ils ne vont plus du tout pouvoir consommer et chasser les mêmes plantes et les mêmes gibiers. Donc ils s'adaptent à vivre en forêt et à chasser donc du cerf, du chevreuil, du sanglier essentiellement, mais également, vous voyez, des aurochs, d'où le titre de ma conférence. Les aurochs se promenaient dans ce paysage forestier. On a la preuve par des sites dont on a étudié le matériel très bien conservé en milieu humide, hein, dans ce genre de secteur de méandres, de rivières. On sait qu'ils pêchaient, on a retrouvé des anguilles, on sait qu'ils les consommaient parce que ces vertèbres d'anguilles étaient brûlées. Donc on a la preuve qu'ils consommaient ces anguilles. On a également des restes de tortues, où on voit la carapace de la tortue découpée. Et puis ils consommaient beaucoup de noisettes. On pense même aujourd'hui qu'ils ont favorisé la reproduction des noisetiers. C'est facile, hein? Et qu'ils faisaient donc des récoltes, des mises en réserve de noisettes. On retrouve beaucoup de coques de noisettes dans le matériel archéozoologique, archéobotanique. Alors, je vous ai mis, là, la photo n'est pas très bonne. Le premier animal domestiqué, c'est le loup. C'est le loup, et nous avons eu la chance sur le site de Noyen-sur-Seine, donc vous pouvez voir, si vous allez au musée de Nemours, eh bien d'abord vous pourrez voir une pirogue comme celle-ci. Vous voyez qu'ils ont inventé l'arc. Eh bien, on a pu étudier un reste de crâne de canidés et découvrir que ça n'était plus un loup au sens strict, mais c'était déjà, on va l'appeler chien-loup, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'était déjà une bête domestiquée. Et maintenant, alors depuis que j'avais fait ces travaux, vous voyez en 88, maintenant en paléogénétique, en 2016, Catherine Henneilly a démontré que le loup avait été domestiqué dans nos régions, en Europe, dès 15 000 avant le présent. Donc c'est vraiment le premier animal qu'on a domestiqué. Bon, en plus le loup a un comportement social, familial, de chasse en meute. Voilà, on s'est aidé mutuellement, notamment pour chasser très probablement. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces restes, vous avez là sur la représentation de l'auroch et de l'auroch trouvé en place
sur le site d'Auneau, donc en Eure-et-Loire, qui n'est pas très très loin d'ici. Donc il y avait également des cerfs, des chevreuils. Ça se conserve beaucoup moins bien le poisson, et puis pour obtenir les restes de poissons en contexte archéologique, il faut vraiment tamiser beaucoup de litres de sédiments. Et donc là, dans ce qui a été tamisé, ils ont retrouvé une vertèbre de poisson, je ne sais plus si c'est pas du brochet, qui prouve qu'ils pratiquaient aussi la pêche à Auneau. Donc vous voyez là ce qu'on appelle un bucrane, et là une corne de roc. Donc ça c'est le site d'Auneau, et à Chevilly, donc le long de la nationale 20, la vallée du Nant, donc je vous ai parlé des petites rivières tout à l'heure, j'aurais pu vous citer le Nant également, Chevilly, Attray, Trinay, pardon. Et bien là, le long de l'autoroute A19, quand elle a été, avant de sa construction, qu'il y a eu les fouilles préventives, eh bien il a été découvert des restes de chevaux chassés. Donc il était encore présent avec le roc. Voilà à quoi ressemble le site d'Auneau, vu de, alors il y avait de drone si vous voulez, et voilà une reconstitution du campement. Donc les mésolithiques s'installaient sur les flancs des vallées, des petites rivières, hein, même si ce n'est pas la vallée du Tarn. Hein, et puis on a là des preuves de plus en plus de ce qu'on appelle un début de sédentarisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient tellement sous la main pour se nourrir, aussi bien en chasse, en pêche, en cueillette, que, eh bien, probablement, ils n'étaient plus à être obligés de se déplacer régulièrement pour retrouver leur consommation. Et donc, ils ont construit des premières, on ne va pas dire maisons, hein, parce que c'était uniquement plutôt des formes de tentes en bois. On a beaucoup de trous, de ce qu'on appelle des calages de poteaux, qui nous permettent de retrouver à peu près la forme de ces habitations. Et on a de nombreuses fosses qui ressemblent à celles de l'âge du fer, où on mettait le grain des silos, où on mettait le grain en réserve. Et bien là, on a ces fosses-là qui nous permettent de penser qu'ils mettaient déjà aussi en réserve, alors peut-être leurs noisettes et d'autres choses. Hein. Donc, on n'est pas du tout encore avec des éleveurs et des cultivateurs, mais on est dans une forme de proto-sédentarisation et exploitation du milieu autour de soi. On a de plus en plus de travaux qui ont été réalisés sur cette période pour tout le secteur de la Beauce, et on sait aujourd'hui, on peut dire que la Beauce était vraiment bien occupée par ce peuple mésolithique au moment donc de cette mise en place de cette forêt. Alors, je vous ai mis là quelques diapositives pour vous expliquer un petit peu comment on travaille, parce que je ne sais pas si vous le savez tous, ce qu'est le travail de ce qu'on appelle un archéologue environnementaliste, donc ou un archéobotaniste ou un archéozoologue. Donc moi j'enseignais en fait toute l'archéologie environnementale aux étudiants, et ma recherche, je la faisais dans le domaine de l'animal et des sociétés humaines, donc l'archéozoologie. On part de la fouille. Donc, vous avez peut-être déjà tous vu des chantiers de fouilles archéologiques. Eh bien, on laisse en place, on repère tous les éléments visuels. On en fait une cartographie, on en fait des prélèvements, et ensuite on va étudier, que ce soit des silaires, enfin les outils, ce qu'on appelle les artefacts, les outils, les céramiques, etc. Mais on peut également étudier le sédiment. Alors, il y a plusieurs façons d'étudier le sédiment. Soit on fait un carottage, alors ça plutôt dans les zones humides, à la tarière, oui, dans une tourbière, même on peut faire ça dans un étang, hein. J'ai un étudiant qui s'est lancé à le faire dans les étangs de la Brenne pour connaître l'histoire des étangs. Donc on obtient une carotte sédimentaire, et vous voyez au moins
une passée noire. Hein. Donc il y a plus de matière organique ici qu'il n'y en a là. Donc ça, eh bien, on va savoir la lire d'un point de vue analyse sédimentaire. Il y a eu beaucoup d'eau qui coulait, il y a eu du sable, il n'y a eu que de l'eau qui stagnait, ça ne coulait pas beaucoup, et donc des pots de tourbe, de sphènes, enfin de mousse ou de plantes aquatiques. Et puis également, on va pouvoir faire l'analyse des micro-restes végétaux, notamment les grains de pollen, la palynologie. Et puis autrement, dans des structures, alors nous on adore les poubelles, hein. C'est là où je trouve le plus de choses. Fouiller une poubelle, c'est formidable pour nous. Hein. Alors là, c'est un silo qui a été un silo à grains à un moment donné. C'est un silo gaulois, mais c'était pour vous montrer une coupe. Ce silo, eh bien, il peut être rempli de poubelles, voilà, où il peut servir de tombe ou servir d'un tas de choses. En tout cas, on va prélever de la terre, donc du sédiment, dans ces structures-là, entre autres, et puis on va les analyser. Donc on va tout tamiser. Donc les macro-restes, on les retrouve, les gros, par exemple là, c'est une de mes anciennes étudiantes qui a pris ma place, voilà, c'est la relève, c'est elle. Eh bien là, ces os de grande taille, on les ramasse à la fouille, et tous les éléments de petite dimension, eh bien, eux seront étudiés après tamisage. Donc voilà comment ça se passe. On travaille par anatomie comparée. Une fois que le matériel a été lavé, marqué, rangé par structure archéologique, voilà une autre de mes étudiantes, voilà à quoi ça ressemble. On a un gros tas d'os. De ce gros tas d'os, eh bien, on va trier par bout d'os qu'on reconnaît. Un fémur, on reconnaîtra toujours que c'est un fémur parce qu'il y a la tête, par exemple, articulaire dans le bassin. Mais un fémur de bœuf n'a pas la même taille qu'un fémur de mouton et n'a pas la même forme qu'un fémur de cheval. Donc, en comparant les formes, on arrive à attribuer l'os à une espèce. Alors, il nous arrive rarement en entier. Là, je vous ai mis une photo d'un agneau, et vous voyez, c'est en 2 morceaux. Mais on reconnaît que c'est une omoplate et donc de mouton facilement. Mais bien souvent, on a des esquilles beaucoup plus petites. Alors il y a des esquilles, on en fera des esquilles. On va compter notre nombre d'esquilles parce qu'on n'arrivera pas à dire à quelle espèce ça se rapporte. On pourra dire c'est du mammifère, c'est de l'oiseau, c'est de l'amphibien, mais on ne pourra pas dire c'est du porc ou c'est du sanglier. Voilà. Et donc on a besoin de collections de comparaison. Donc le Muséum d'histoire naturelle, les muséums d'histoire naturelle et leurs collections sont pour nous des lieux indispensables. Alors donc nous, les archéozoologues, vous voyez, on a nos bouts d'os, donc que ça soit du mouton, du cochon, de la chèvre, etc., du saumon, c'est toujours la même personne qui les étudie. Les botanistes, eux, les archéobotanistes, ils ont divisé la plante en morceaux, si je puis dire. Donc tout à l'heure, on a vu les palynologues qui carottaient. Eh bien, ils vont rechercher uniquement l'organe mâle de la fleur, le grain de pollen. Donc voilà, je vous ai mis des pollens archéologiques ici. Et donc ça va s'appeler la discipline de la palynologie. Ce sont des spécialistes en palynologie. Et pareil, anatomie comparée, mais il faut qu'ils reconnaissent si c'est un grain de pollen de bouleau, de chêne, d'ortie, etc. La fleur femelle qui va donner un fruit et une graine, il est possible, dans certaines circonstances, qu'elle soit conservée. Ici, vous avez des grains de blé retrouvés en contexte archéologique. Et donc, ce champ disciplinaire s'appelle la carpologie. Pourquoi carpologie? Parce que dans la fleur, il y a différentes parties qu'on appelle des carpelles. Et c'est dans ces parties, carpelles, que se trouvent les graines.
d'où la carpologie. Et puis il y a ceux qui vont étudier le bois. Alors le bois, on peut l'étudier sans être brûlé, c'est la xylologie. Et il y a des spécialistes qui étudient uniquement le bois brûlé retrouvé en contexte archéologique. Et eux se sont baptisés anthracologues. Mais c'est le même principe, anthracologie et xylologie, c'est le même bois, c'est les mêmes méthodes de détermination. Mais ce n'est pas les mêmes problématiques, on n'aborde pas les questions de la même façon. Et puis il y a la dendrologie et la dendrochronologie. Donc là on va étudier les cernes des arbres. Donc on va pouvoir étudier les cernes des arbres pour l'histoire de la croissance des arbres, et on aura même des informations d'ordre météo. Année de sécheresse, le cerne va être tout petit. Année très pluvieuse, il sera plus grand. S'il a des copains qui le serrent de trop, il ne va pas se développer très bien. Donc on va même avoir des idées sur la gestion forestière. On peut avoir plein d'informations. Et puis, avec ces cernes de proche en proche, d'arbre en arbre, de plus anciens ou plus récents, eh bien, on va pouvoir faire des courbes de datation. C'est la dendrochronologie. Donc, par exemple, vous avez une poutre ici qui est très ancienne, vous faites faire un petit carottage dans cette poutre, le dendrochronologue va comparer la forme et la taille des cernes à ces abacs, et puis il va vous dire, eh bien, l'arbre a été abattu en 1652 à l'automne, par exemple. On peut aller jusque-là, même bien avant, même. Hein. Enfin, je dis 1652, ça pourrait être 152. Hein. Un tout petit clin d'œil donc pour la méthode de la carpologie qui va vous montrer que c'est l'équivalent de la méthode de l'archéozoologue. Donc le sédiment prélevé en fouille que je vous montrais tout à l'heure, alors on joue à la patouille, hein. On le fait tremper dans l'eau, donc on le remue délicatement pour que l'eau imbibe bien toutes les parties, et ensuite on va le tamiser. Alors sur une série de tamis, suivant le sédiment, on en aura 2, on en aura 3, tout dépend de la qualité du sédiment, s'il y a beaucoup d'argile, pas beaucoup d'argile. Si on recherche jusqu'à la graine de figue, qui est toute petite, ou de mûre, ou jusqu'au grain de raisin, ou à la coque de noix, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a tamisé. Ici vous avez le refus de tamis mouillé. Alors on n'y voit pas grand-chose quand le refus de tamis est mouillé. Donc on le fait sécher. Et une fois qu'il est sec, eh bien, on va pouvoir l'observer facilement à la loupe bino. Donc la carpologie se passe avec la loupe binoculaire pour le tri, alors que la palynologie se passe avec le microscope et une attaque chimique avant du sédiment pour récupérer les grains de pollen. Donc pour la palynologie, il faut un laboratoire avec une hotte très aspirante, une Sorbonne, parce qu'ils utilisent un acide qui, si vous en mettez une goutte sur votre doigt, vous fait un trou, qui est l'acide fluorhydrique. C'est le pire de tous, voilà. Donc, obligatoire pour la palynologie d'avoir un laboratoire spécifique. Alors que le carpologue, il peut travailler sans danger, on va dire. Voilà. Et puis donc, même principe, une collection de comparaison de graines et de fruits, et donc on va pouvoir déterminer ce que c'est. Là. Après, dans ces deux champs disciplinaires, il y a d'autres outils de quantification, etc. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Donc, vous avez compris qu'à travers ces méthodes de l'archéologie environnementale, eh bien, on va pouvoir se poser la question de l'histoire des plantes et l'histoire des animaux. Et ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de ces plantes et ces animaux en relation avec les sociétés humaines. À l'état sauvage, la répartition de ces plantes et de ces animaux, c'est ce qu'on appelle de la biophytogéographie ou de la biozogéographie. C'est fonction du climat, c'est fonction de l'altitude, c'est fonction de la géologie, de la nature du sol. Mais à partir du moment où l'homme va transporter à des fins de domestication, d'agriculture et d'élevage des espèces, il devient un agent
de transfert, de transport de ces espèces. Et il y a celles qu'il va transporter volontairement, semer du blé, mais il y a celles qui vont suivre parce qu'elles vont trouver un intérêt. On verra tout à l'heure quelles sont celles qui ont suivi. Et parmi donc ces espèces qui suivent, eh bien, souvent on va les taxer de commensales dans le terme biologique, mais on peut les taxer de nuisibles dans le terme de l'agriculteur, qui ne va pas vouloir que ces réserves de grains soient mangées par des souris, par exemple. Et donc il va se mettre en place une sorte de compétition entre les animaux sauvages qui étaient autour, plutôt les gros. Dans un champ, si vous avez une harde de sangliers qui arrive, le lendemain matin, votre champ, il n'y aura peut-être plus grand-chose. Donc ça, c'est les grosses bêtes qui vont gêner. Et puis, il va y avoir les petites, comme je vous ai parlé, des souris. Et d'autres, vous voyez, vont pouvoir être, au contraire, amenés, lâchés à l'état sauvage pour devenir du gibier. Donc, en fait, c'est de la synégétisation. Et donc, ça va commencer à transformer complètement cette forêt beauceronne en petit à petit ce que vous connaissez aujourd'hui de la Beauce. L'Holocène, ce climat actuel installé, une vague migratoire va arriver, l'agriculture et l'élevage a démarré au Proche-Orient. Vous avez entendu parler du croissant fertile, donc en gros Irak, Syrie, Anatolie, une partie de l'Iran. Donc c'est dans cette zone-là que la domestication a démarré. Et petit à petit, ces populations vont arriver en Europe. Et donc, cette néolithisation, comme l'appellent les collègues, démarre en Beauce environ il y a 7000 ans. Et donc, petit à petit, les chasseurs-cueilleurs mésolithiques vont ou disparaître, ou se mélanger au néolithique et passer à ces nouvelles pratiques. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement. Acculturation ou bagarre de territoire. À mon avis, il y a eu les deux. Voilà. Et donc, une économie de production se met en place, basée au niveau du végétal, céréales et légumineuses, et au niveau du bétail sur 4 espèces, moutons et chèvres, cochons et vaches. Et donc, on va voir petit à petit comment ces animaux et ces plantes vont transformer totalement le paysage. Je vous ai mis là une carte qui résume assez bien la migration de ces peuples du néolithique, donc qui sont partis du Proche-Orient, en gros, vous voyez 9005-7000, et puis qui arrivent par 2 courants. Il y a ceux qui sont passés par le sud, de proche en proche, par la côte, et puis ceux qui sont passés par l'intérieur des terres. Et vous voyez que ce jaune-là, eh bien, c'est celui-là à peu près. Donc là, on est en BC. Donc moi, je vous ai mis les chiffres tout à l'heure en BP. Donc voilà. Et donc, ces bêtes et ces graines vont être transportées de proche en proche. Donc voilà, les deux courants, le bœuf, le mouton, la chèvre, le cochon, que sous forme domestique, ceux-là. Là, je ne parle plus de forme sauvage. Et on va voir comment ça se passe avec les espèces sauvages locales. Et puis, donc au niveau des céréales, blé amidonnier en grains orge. La bière est l'une des boissons les plus anciennes qui a été fabriquée. Et pois et lentilles pour les légumineuses. Alors, ces néolithiques arrivent avec leurs outils, ils n'arrivent pas qu'avec leurs sacs de blé et leurs moutons derrière eux, ils arrivent également avec leurs techniques
qui est de fabriquer des outils beaucoup plus performants. Alors on est toujours dans l'outil en pierre, le silex, mais ils savent polir la pierre, ils savent polir le silex, et ça en fait donc des outils, notamment ici, des haches qui vont permettre d'abattre facilement les arbres, un peu comme un castor. C'est le même principe que le castor, en fait. Et puis, ils vont pouvoir fabriquer également des tas de petits outils, notamment l'équivalent de ce qu'on appelle une faucille aujourd'hui, pour moissonner. Et donc, ils construisent des villages, des grandes maisons, dans lesquelles donc vivent les populations et les animaux. Et puis pour se protéger, on ne le voit pas là, mais ils entourent le village d'une palissade. Et oui, parce qu'il vaut mieux se protéger des prédateurs ou des consommateurs des mêmes plantes que nous. Voilà, donc petit à petit, la Beauce va être déboisée. Et ici, vous avez l'image de la publication du site des Chilleuses dans le Loiret, cette fouille a permis de montrer qu'au tout début du néolithique, de la néolithisation de la France, la Beauce a été tout de suite néolithisée. Voilà. Et vous voyez que ce sont des maisons qui avaient plus de 30 mètres de long. Ça n'a rien à voir avec nos maisons actuelles. C'est des maisons collectives, en fait. Voilà à quoi ressemblent ces graines retrouvées en contexte archéologique. Alors, je n'avais pas de graines d'engrain. Je vous ai mis la plante elle-même. Vous avez là des grains d'amidonnier et là des grains d'orge. Vous voyez la différence. Alors, ces céréales, elles ne peuvent pas pousser sous forêt. Il faut absolument déboiser, elles ont besoin de lumière. Donc il faut faire des champs, il n'y a pas. C'est pas comme c'est le cacaoyer qui a besoin d'être abrité, c'est pas comme pour le chocolat. Donc là, il faut déboiser. Donc c'est ça qui va entraîner le mitage de la forêt beauceronne. C'est pareil, lentilles, petits pois, perlin, donc une des premières plantes textiles qui va être cultivée. Et je vous disais, dans ces sacs de semences, qu'est-ce qu'il y a venant du Proche-Orient? Eh bien, ce qu'on peut appeler les mauvaises herbes en termes basiques, enfin du jardinier, ou les adventices en termes agronomiques. Donc, les coquelicots, les bleuets, ça vous connaissez, on en voit encore, on en revoit. Vous connaissez peut-être moins parce qu'elle est elle a été beaucoup plus combattue, la nielle des blés, car ces graines sont toxiques. Ah, c'est pour ça. Donc, on n'en voit pratiquement plus. Et alors, après avoir été combattue pendant des milliers d'années, après avoir été peintes, les coquelicots peints par Monet, etc., eh bien, elles font l'objet, depuis quelques années, de protection pour la sauvegarde de la biodiversité. Donc à la fois, il ne faut pas qu'elles soient trop dans les champs, mais en même temps, on les sauvegarde pour qu'elles ne disparaissent pas totalement. Alors côté animal, eh bien, je vous ai mis là une représentation d'une fouille archéologique qui vous montre une mandibule de bovin. Et donc, vous l'avez vu tout à l'heure, petit à petit le cheval disparaît, on n'a plus de chevaux dans les faunes du néolithique. Donc c'est une question qui a été posée pendant de nombreuses années dans nos domaines. Pourquoi le cheval a disparu et quel cheval est revenu sous forme domestique?
Et en fait, vous voyez que ce n'est pas vieux. Les réponses sont données simplement depuis 2023 par les travaux de Ludovic Orlando en paléogénétique. Et donc, avant leur disparition, donc les chevaux dont je vous ai montré tout à l'heure la présence à la fin de la période glaciaire jusqu'au début du tardiglaciaire mésolithique, eh bien, montraient une incroyable diversité génétique. Mais toute celle-ci a été perdue, a disparu. Ces individus n'ont pas laissé de traces génétiques dans les populations actuelles. Alors, la question a été posée, mais pourquoi cette extinction sauvage, du cheval sauvage en Europe? Alors, plusieurs réponses. Le réchauffement climatique, qui ne l'a pas favorisé. Alors le renne, on sait qu'il remonte en Scandinavie, par exemple. Donc lui, ce n'est pas un animal forestier, le cheval. Il n'a pas pu vraiment s'adapter. Donc, il n'a pas le même régime alimentaire. Il n'a pas le même estomac non plus. Hein. Donc c'est un problème déjà de couverture végétale. Plus l'arrivée des sociétés agro-pastorales, où il va y avoir une compétition pour les espaces pâturés que vont créer les agriculteurs. Et ils ne savent pas à l'époque utiliser le cheval en travaux agricoles. Ils n'ont pas le métal et ils n'ont pas la charrue avec leur silex taillé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le cheval, ça ne les intéressait pas s'il en restait quelques-uns. Ils ont été éliminés. Ils sont morts parce que voilà, la densité de population était trop faible. Et on va voir que le roc, il va lui arriver la même chose, mais pour une autre raison. Et le cheval ne va revenir en Beauce que plusieurs milliers d'années après. Et cette fois-ci sous forme domestique et des zones au nord de la Caspienne que à l'âge du bronze. Donc vraiment presque hier, quoi. Alors, on a parlé des adventices. Dans les maisons, c'est génial. Dans les sacs de blé, on suivit pas loin par terre ou dans le sac lui-même la souris. Je ne vous parle pas là du campagnol ou du mulot. Je vous parle de la souris, Mus musculus, la petite souris que vous voyez de temps en temps chez vous et contre laquelle vous luttez. En fait, c'est un commensal qui s'est néolithisé lui aussi, qui a suivi les populations néolithiques et leur construction. Et c'est génial pour elles, toutes ces maisons dans lesquelles elles peuvent s'installer, elles ont le gîte et le couvert. Donc il y a toute une thèse qui a été réalisée par cet étudiant Cookie en 2005. Il a fait sa thèse sur l'histoire de la souris du Proche-Orient à ici, avec notamment de la génétique là aussi. Alors d'autres espèces, je ne peux pas vous les citer toutes dans le cadre de cet exposé, d'autres espèces vont être attirées aussi par nos structures. Alors là, le moineau. Quoi de plus banal qu'un moineau? Un moineau, au départ, ça niche dans des infractuosités. Vous ne voyez pas des nids de moineaux dans les arbres. Eh bien, le moineau, on avait fait tout un travail sur cette espèce au début des années 2000. Le moineau a probablement suivi les néolithiques comme les souris. Il est venu de proche en proche. Alors, les os de moineaux, c'est pas gros. Pour retrouver du moineau en contexte archéologique, il faut vraiment tamiser, étudier, avoir la collection de comparaison très spécialisée, comme celle du Muséum à Paris, pour ne comparer avec d'autres petits oiseaux. Alors j'ai été l'une des premières en France à m'intéresser à ces petites espèces. Bon, j'ai pris le temps, j'avais le temps entre guillemets,
Mais aujourd'hui, avec les fouilles préventives de l'INRAP, ils n'ont pas le temps. Donc ils vont déterminer le poulet, ils vont déterminer la dinde, les gros bestiaux, mais ils ne vont pas rechercher les os de moineaux, les os de petits oiseaux. C'est bien dommage. Donc pour l'instant, le travail il n'est pas tellement continué sur cette question-là. Et vous allez aux États-Unis, quand vous arrivez à l'aéroport, eh bien vous voyez des moineaux. En fait, il a été transporté par l'homme aussi là-bas. Voilà. Il n'y a pas que le lapin qu'on a transporté jusqu'en Australie. Et alors, je ne sais pas si vous le savez ou si vous l'avez déjà entendu, on peut encore en acheter aujourd'hui. Il y a eu toute une période où sur les corps de ferme, il y avait non seulement des pigeonniers, mais on installait des pots à moineaux en terre. Ces pots à moineaux, donc c'est une céramique avec un petit trou, ils vont faire leur nid dedans. Et ensuite, vous n'avez, comme pour les pigeons, vous n'avez qu'à cueillir ou ramasser les jeunes moineaux. Et ils étaient consommés. Et je peux vous dire que les chanoines d'Orléans, de Saint-Pierre-Lantin, 15e et 16e siècle, donc d'ici, dont j'ai étudié les poubelles, eh bien, mangeaient du moineau. Entre autres, parce qu'ils mangeaient de beaucoup de choses. Ils ont mangé du moineau. Alors, moyen de lutte pour gérer leur population et en même temps production d'un petit oiseau dont on faisait des pâtés. Il y a des recettes de moineaux dans les livres de cuisine du XIVe siècle. Le deuxième, dont on n'a pour l'instant pas beaucoup de données scientifiques, on va dire, alors pour plusieurs raisons. Le merle a ses os qui ressemblent beaucoup à ceux de certaines grives. Alors les grosses grives, on les différencie. Les grives qui ont la taille du moineau, entre grives et moineau, entre grives et merle, c'est pas simple. Donc, j'ai pas pu aller très loin sur l'histoire du merle, mais c'est une espèce commensale qui vit autour des jardins, des maisons. Hein. On ne peut pas les oublier non plus. Les hirondelles, même si leur nombre est en train de chuter drastiquement en ce moment. Mais les hirondelles, pas de maison, pas de structure, pas de falaises qui correspondent aux maisons pour nous. En fait, deux espèces principales vivent en Beauce, l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle de cheminée. La cheminée, c'est celle qui a la queue beaucoup plus longue et donc des plumes qui donnent comme une sorte de V là. Elles ont un comportement différent. L'hirondelle de fenêtre ne niche jamais en intérieur de structure humaine. Elle a besoin de redécoller, de partir comme ça de l'extérieur, milieu aérien. Donc c'est celle qui va nicher sous les corniches des façades de maisons. Et puis l'hirondelle de cheminée qui, elle, rentrait, ou rentre encore, dans les étables, dans les écuries, dans les granges, si vous les laissez rentrer. Donc, elle, c'était vraiment une hirondelle de falaises et de trous dans les falaises. Alors, les os d'hirondelle, c'est également très petit et très fragile. J'en ai retrouvé un tout petit peu, pas beaucoup. Donc, je serais bien incapable de vous dire aujourd'hui depuis quand les hirondelles sont en Beauce. Parce que sans maison, il n'y a pas grand-chose pour une hirondelle pour nicher. Les martinets, pareil, hein, on voit de plus en plus de martinets maintenant en ville. Donc elles ont dû suivre les constructions humaines. Hein. Alors, un petit flash maintenant sur ces animaux domestiques qui arrivent. Le mouton. Le mouton, c'est qui son ancêtre sauvage? Il n'y en avait pas ici. Du sanglier, on sait que sanglier, cochon, c'est proche. Le mouton, il n'y avait pas d'ancêtre sauvage. L'ancêtre sauvage,
eh bien, c'est le mouflon du Proche-Orient, qui s'appelle Ovis orientalis. Vous en avez là son allure. C'est un bestiau qui, au départ, vous voyez, il a du poil raide, et là, il en mue, celui-ci, et du poil de la bourre, comme en ce moment, vos chats et vos chiens perdent leur poil. Mais le mouton tout frisé, ou le mouton qui n'a que de la laine aujourd'hui, c'est parce que nous avons sélectionné des individus qui n'ont plus leur poil raide, qu'on appelle jarre, qui n'ont plus que de la bourre. Donc ça demandait un certain nombre de générations de sélection avant d'arriver au mouton à laine, pour tisser la laine. Donc c'est un animal, vous voyez, qui est à l'état sauvage autour de la Caspienne, et il a été domestiqué dans ce coin-là, et donc il est arrivé petit à petit en Europe. Alors on a travaillé sur le mouflon corse, qui s'appelle mouflon corse, et avant qu'on en fasse les études archéozoologiques et génétiques, il était considéré comme une espèce dite endémique de la Corse, donc une espèce propre à la Corse, sauvage. Sauf qu'il n'y a pas de reste avant l'arrivée de l'homme, de mouflon, et on n'en trouve qu'à partir du néolithique. Et ensuite, si on en fait la génétique, on s'aperçoit que le mouflon de Corse, ça n'est jamais que du mouton qui s'est échappé du contrôle humain et qui est reparti vivre. Alors c'est facile, en Corse, dans la montagne, il est parti vivre. Donc, vous voyez d'ailleurs, il a des taches un peu comme une vache. C'est pas le mouflon oriental exactement. Donc on a là à peu près l'image de ce que devait être le mouton néolithique. Donc il n'est pas endémique du tout à la Corse. Enfin, on peut le dire endémique si on veut, mais il faut savoir que c'est du mouton qui a été introduit par l'humain et qui s'est échappé. C'est ce qu'on appelle une espèce marronne, c'est-à-dire réensauvagement. Alors de par le monde, il y a plusieurs troupeaux comme ça d'espèces marronnes. Il y a des chèvres, il y a des vaches, notamment au Kerguelen. Alors, une carte postale, 2 cartes postales, c'était pour vous rappeler qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, jusqu'à aujourd'hui, donc depuis le début du néolithique jusqu'à la mécanisation et le passage à l'engrais chimique et au phytosanitaire, céréaliculture et élevage du mouton étaient liés, étaient obligatoirement liés de façon à avoir du fumier pour enrichir les champs. Et je vous ai mis là un extrait du livre de Liger de 1721 qui s'appelle La Nouvelle Maison Rustique. Ce sont les bestiaux qui en sont le plus, profit de ces bêtes, ce sont les bestiaux qui en font le plus. Fécondité, toison, chair, lait, graisse, peau, fumier, tout en fait tant de profit qu'une ferme sans troupeau est un corps sans âme. Et aujourd'hui, dans certaines fermes qui se lancent, une industrie céréalière qui se lance dans du bio, ils reprennent des moutons. Ça commence à être réassocié. Alors, donc le mouton, c'est relativement simple, il n'y en avait pas, il est d'arrive. L'histoire du porc, c'est plus compliqué parce que vous avez vu qu'il y avait dans nos forêts la forme sauvage, le sanglier. Le porc n'est autre qu'un sanglier domestiqué. Là aussi, avec les nouveaux outils, là c'est un tout petit peu plus ancien, parce qu'il y avait des documents plus faciles, des documents archéologiques, du matériel archéologique à disposition, les données génétiques sont un petit peu plus anciennes.
Eh bien, donc, là aussi, il a été montré que le porc domestique des néolithiques, ça n'est pas du sanglier domestiqué sur place. C'est vraiment du porc qu'ils ont amené. Et c'est que beaucoup plus tard qu'il va y avoir un mélange, puisqu'ils sont de la même espèce, avec les sangliers sauvages. Donc, c'est trop compliqué de vous montrer les cartes de paléogénétique parce que c'est des tableaux à n'en plus finir. Mais donc, voilà, c'est vraiment une espèce qui est beaucoup plus complexe au niveau de son histoire. Et je vous ai mis là, j'ai fait exprès, j'ai pris un porc actuel où c'est bien visible avec un sanglier, pour vous montrer comment la domestication joue sur la forme des os. Donc le sanglier, en gros, a sa tête inscrite dans quelque chose qu'on pourrait dire une forme de triangle. Le porc actuel, vous voyez, il a un redressement du front, donc il a sa partie nasale et toute sa partie mandibulaire et maxillaire qui est raccourcie. Il y a un raccourcissement de la face et un redressement du front. Alors en même temps, ça joue sur des tas de petits os qu'on peut regarder de près, nous autres, même si on n'a qu'un bout de lacrymal de cochon, on pourra dire si c'est du cochon ou du sanglier. Une petite os lacrymal. Voilà. Et donc, ça va jusqu'à un rétrécissement encore plus poussé si vous prenez le cochon chinois. Vous pouvez avoir une image aussi entre le loup avec un grand museau et le pékinois. Là, on a été jusqu'à quasiment mimer la face humaine, avec son front. Alors bon, après, ça crée des problèmes dentaires. Nous, on a déjà le problème avec enfin vous les jeunes, plus que moi avec les dents de sagesse, puisqu'il y a moins de place. Ben là, c'est pareil, il peut y avoir, vous voyez, là, des problèmes de dents dans la partie arrière de la mandibule. Bon, comme on abat les cochons relativement tôt, le problème n'est pas forcément très, très important. Alors, les pauvres aurochs, qu'est-ce qui va leur arriver ? La vache, le taureau, le bœuf, l'espèce domestique, c'est de l'auroch, mais pas le même. Et donc, en fait, ces aurochs qui étaient là sur les mêmes territoires que les néolithiques qui ont voulu faire leur champ, c'est un gros bestiau. C'est un gros bestiau, la vache, un gamin de 10 ans peut l'emmener au pré. L'auroch, sûrement pas. Donc il y avait une sorte de danger, probablement, avec ces bêtes. Et une compétition donc pour l'espace. Donc petit à petit, ils ont été tués, leur densité de population a diminué, et le tout dernier auroch a été tué à peu près au Moyen-Âge dans l'est de la France. Donc il n'y a plus d'auroch sur Terre, au sens strict. Mais il n'y a jamais eu autant de bovins, sous forme domestique. Donc voilà, à partir d'un squelette quasi complet là, qui a été fouillé dans la région d'Angoulême, une représentation de cet auroch. Et Claude Guintard, qui est vétérinaire à l'école vétérinaire de Nantes, a travaillé avec des éleveurs pour tenter de faire ce qu'on appelle une sélection en rétro, en feedback, pour essayer de retrouver les traits de caractère physiques, non pas comportementaux, physiques des aurochs. Et donc ils ont fait une race rustique qui s'appelle auroch reconstitué, qui ressemble à ça. Et il y en avait à l'espace Rambouillet, et il y en avait dans la zone de Chambord des chasses présidentielles. Donc on en avait lâché pour des chasses.
Et c'est Chirac qui ne chassait pas, je ne sais plus. Il y a un président qui ne chassait pas. Et donc il y avait surpopulation de ces aurochs. Et j'ai eu, entre guillemets, la chance de voir ces aurochs qui étaient prélevés à Chambord, ramenés à Rambouillet et mis dans des enclos particuliers. Donc il y avait ceux qui étaient habitués à l'humain qu'on pouvait approcher sans difficulté comme une vache, ceux qui étaient nés et élevés à Rambouillet pour montrer au public. Et puis il y avait ceux qui venaient de Chambord qui, eux, n'avaient pas été en contact des humains. Ben, je peux vous assurer que ceux-là, vous ne les approchiez pas. Hein. C'était pas du tout le même comportement. Et je vous ai mis en bas la représentation de la taille au garrot de l'auroch sauvage et vous montrant comment il y a eu diminution de la taille par sélection du bœuf néolithique et jusqu'au petit bœuf gaulois. Si vous allez au salon agricole et que vous regardez les races bovines de Bretagne, ça s'appelle la pinoire bretonne, je crois, et puis la petite race corse, il m'arrive là, la femelle m'arrive là. C'est petit, hein. Alors les Romains vont mettre au point des techniques zootechniques plus particulières et la taille va réaugmenter. Alors, choix d'avoir des petites bêtes, mauvaise connaissance ou difficulté pour les élever, les alimenter. On ne sait pas trop là. Hein. Avec Claude Guintard, dont je vous parlais tout à l'heure, on s'est posé la question sur le taux de parasitisme. Il a notamment travaillé sur des bêtes élevées spécialement sans avoir été traitées vermifugées et d'autres vermifugées. Parce que celles qui sont trop vermifugées, pourquoi il y a un problème? C'est que, notamment dans les pâturages, eh bien, les bousiers, les insectes, ne peuvent plus décomposer les bouses parce qu'ils crèvent. Et donc, on se retrouve avec des bouses partout. Donc, il y avait ce travail-là. Et du coup, on a pensé à mesurer les os. Et donc, il y a à peu près 20% de la taille des bestiaux non vermifugés qui sont plus petits de 20% que ceux qui sont vermifugés. Donc, peut-être qu'il y a aussi ce problème de parasites qui étaient dans les prairies chez les néolithiques et les Gaulois. Si on fait un peu la synthèse de ce que je viens de vous raconter, cette forêt va être de plus en plus mitée. Il va y avoir de moins en moins de chênes, de plus en plus d'espaces ouverts. Des prédateurs comme les loups vont être de plus en plus combattus jusqu'à leur disparition au XIXe siècle. Et dans les champs, dans ces milieux ouverts, eh bien, c'est toute une autre faune de beaucoup plus petite taille, sauvage, qui va s'installer, dont je vais vous parler maintenant. Enfin, au moins de certaines d'entre elles. Alors, jusqu'à l'invention du métal, les néolithiques n'ont pas beaucoup changé leur pratique agricole. C'est l'arrivée de nouvelles populations, ça se fait toujours par vague d'arrivée de populations et de technologies nouvelles. Donc l'âge des métaux, avec l'arrivée du bronze, ensuite l'arrivée du fer, donc les Gaulois, qui avec des outils plus performants vont déboiser encore plus. Et puis comme finalement en cultivant et en élevant, il y a moins de crises de famine, il y a moins de mortalité infantile, les populations augmentent, et donc il va falloir nourrir davantage une population plus importante, et donc on déboise encore davantage. Et donc invention de la raire. Alors, dans ces champs, toute une faune d'oiseaux et de petits mammifères s'y installe.
Alors, il y a des oiseaux qui vont être là toute l'année, comme les alouettes. Il y a des oiseaux qui vont être, par contre, migrateurs, qui vont venir se reproduire dans les champs, comme l'outarde et la caille. Et puis, d'autres qui vont s'installer, comme le lièvre, ou qui vont être de passage, je vous en ai mis qu'un, le vanneau huppé, dont on voyait des troupeaux par milliers il y a encore quelques années. Donc on va prendre quelques-uns de ces animaux. Alors l'histoire du lièvre. Vous avez vu qu'au Paléolithique, il y avait du lièvre. Ça n'était pas le même, c'était le lièvre adapté aux zones froides. Donc le lièvre variable, le lièvre d'Europe, eh bien lui, il va arriver tout seul, il va recoloniser ces espaces-là tout seul, sans visiblement l'intervention humaine. Et il va devenir donc un gibier. Alors, au niveau des contextes archéologiques, les plus anciens qu'on ait trouvés pour l'instant datent de l'âge du fer. Mais on a sur un site en Eure-et-Loire, pas très loin d'ici, des lièvres du néolithique. Donc, il arrive tout seul dans ces champs. Rien à voir pour le lapin. Le lapin de Garenne, lui, c'est une importation volontaire et il ne franchit la Loire qu'au Moyen-Âge. Avant, il n'y en a pas. Il est ibérique, le lapin de Garenne. Et donc, on le transporte. Et qui va faire cela? Eh bien, des propriétaires terriens, des seigneurs, qui vont lui construire des terriers artificiels, ce qu'on appelle des garennes, de façon à en faire du gibier. Donc vous avez là un exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, la synégétisation d'une espèce. On introduit une espèce pour en faire un gibier avec une chasse particulière. Et on lui construit ses terriers. Il n'a plus qu'à se mettre dedans. Et pour preuve, il y a les représentations iconographiques, mais vous avez là une fouille. Alors, aujourd'hui, vous savez qu'on peut repérer des structures avec ce fameux outil qui est le lidar, comme un scanner, si vous voulez, qu'on passe au-dessus des sols. Et donc, dans cette région de la Côte d'Or, eh bien, des structures ont été repérées, qui ont été fouillées, qui correspondent à la construction de garennes du Moyen-Âge. Vous voyez, on en est à fouiller des garennes aujourd'hui. On a la preuve et la structure exacte de ces garennes. Dans ces champs, des petits oiseaux que vous avez peut-être entendus dans votre jeunesse, deux espèces essentiellement d'alouettes vivaient dans les champs. L'alouette qui s'appelle des champs, Alauda arvensis, et le coche-vie huppé, vous voyez, avec sa petite huppe sur le dessus. Alors on va tenter de vous faire écouter ces chants. Voilà, donc ça c'est le chant de l'alouette des champs. Donc c'est un oiseau qui chante en étant en l'air. Et maintenant, alors il faut que j'arrête ce mince, c'est ça que je voulais faire. Maintenant, je vais vous faire écouter le coche-vie huppé qui, lui, chante du haut d'un monticule ou d'un tas de pierres. Vous voyez, c'est différent. Alors, je ne pouvais pas ne pas citer un tout petit peu le pâté des alouettes, le pâté d'alouettes de la région de Pithiviers. Pithiviers est connu pour son pitivier et son pâté d'alouette et son miel. Et vous avez là une carte postale qui vous explique comment, avec des grands filets, le soir, on allait à la tombée de la nuit abattre ces filets
sur les champs dans lesquels les alouettes étaient. Les alouettes, ça niche au sol et ça dort au sol. Donc il suffit le soir d'être assez discret, d'y aller à plusieurs, avec des grandes perches de 5 mètres de long, et vous abattez ce filet, et puis vous faites un peu de bruit, paf, l'oiseau veut s'envoler, et il se fait prendre dans le filet, et il n'y a plus qu'à ramasser, entre guillemets. Et puis vous avez là, je ne pouvais pas non plus ne pas parler du miroir aux alouettes. Hein, c'en est un. Alors l'alouette est attirée, donc là c'est une chasse au fusil. On attire l'alouette, on la fait décoller, et on la chasse. C'était des chapelets entiers, par dizaines, par centaines, qu'on vendait les alouettes et qu'on faisait des pâtés. Alors, la chasse aux alouettes s'est arrêtée dans les années 80 parce que, en fait, il n'y a quasi plus d'alouettes. C'est pour ça que je vous ai fait écouter ces chants. Parce que, d'une part, la moisson les fauche, elle est trop tôt par rapport à la nichée, et après les produits phytosanitaires ne sont pas très top pour elle. Un autre bestiau que vous n'avez pas vu, ni moi non plus, mais qui existait dans nos champs, parce que j'en ai des restes archéologiques, c'est la grande outarde. La grande outarde, il faut vous imaginer ça, la taille d'un dindon. La grande outarde pouvait peser entre la femelle et le mâle de 10 à 20 kg. Alors c'était un animal sédentaire, mais qui a disparu, on ne la trouve plus en tout cas dans le matériel archéologique, après le XVIIe, XVIIIe siècle. Donc j'en ai déterminé au XVIe, XVIIe, mais elle est citée dans les livres de cuisine. Voilà. Il y a eu des tentatives de la domestiquer pour en faire comme un dindon. Sauf qu'elle a une phase de croissance, quand elle est jeune, où elle est insectivore. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à faire franchir ce cap. Donc, le dindon, la poule d'Inde a pris sa place. 2 mètres d'envergure, ça devait être quelque chose comme bestiau. Par contre, vous avez sûrement entendu parler de la canepétière, l'outarde canepétière. Elle aussi était très abondante, donc elle migratrice, qui vient se reproduire chez nous. Et elle a un mode de reproduction avec une parade nuptiale assez belle à voir. Alors je vais vous faire écouter son chant. Là, c'est assez caractéristique comme chant. Voilà. J'ai pas été dans le bon sens. Voilà. Donc, elle a des œufs d'un vert luisant très particulier, qui, elle aussi, donc niche au sol. Elle est beaucoup plus petite. Vous voyez qu'elle fait à peine 1 kg et à peine 1 mètre d'envergure. Donc, elle arrive où elle arrivait au printemps. Et elle adorait les champs d'avoine et les champs de trèfle, luzerne, sainfoin, etc. Et elle ne supporte vraiment pas d'être dérangée. Donc ça n'aide pas à son maintien. Et elle a, comme la grande outarde, une phase de croissance qui passe par la consommation d'insectes, et notamment de coléoptères et de sauterelles. Voilà. Et donc, en dehors de la période de reproduction, dans sa phase migratoire, elle formait des groupes importants d'un millier d'individus pour partir en migration.
Je vous ai mis là une étude qui a été faite dans le cadre du développement durable par le ministère. Dans le Loiret, en 2008, aucun mâle n'avait été recensé. Alors, elle fait l'objet d'un programme de sauvegarde. Je crois qu'il l'avait remis, je ne l'ai peut-être pas mis. Un programme de sauvegarde, et notamment dans la vallée de la Caunie. L'autre espèce qui était très courante et de encore plus petite taille et migratrice, c'est la caille. Rien à voir avec la caille dont vous achetez en élevage les œufs et la chair. Ce n'est pas du tout la même espèce. Hein. Elle, c'est Coturnix coturnix. Donc cette caille des blés, elle se nourrit essentiellement, elle est plutôt granivore, mais vous voyez qu'elle mange aussi des insectes et des petits escargots au moment de sa reproduction. Je vous ai mis sa carte, vous voyez jusqu'où elle va en Afrique pour passer l'hiver, et donc elle traverse la Méditerranée pour revenir en Europe. Elle aussi, vous n'avez peut-être pas entendu depuis longtemps son chant. C'est dommage, elle aussi, c'est un animal dont on ne voit pratiquement plus sa présence dans nos champs. Donc, un oiseau qui était très courant, qui en Eure-et-Loire s'appelle la blonde de Beauce. J'ai découvert ça l'autre jour, je ne le savais pas. Elle aussi, vous en voyez de moins en moins, parce qu'elle aussi, elle a un problème au niveau de la consommation des insectes et au niveau de la reproduction et des moissonneuses batteuses. Donc vous voyez, manque d'insectes, date des moissons trop précoces pour s'anicher. Le faisan de Colchide, on en voit plein en ce moment, il y a eu des lâchers, mais les premiers lâchers ont été réalisés par les Romains quand ils ont colonisé la Beauce, donc 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Donc là aussi, on est dans le cadre d'un animal qu'on lâche pour le chasser. Donc voilà sa carte de répartition à l'état sauvage, et vous voyez que dans toute l'Europe, il a été introduit. Et donc j'en arrive à la fin de cette conférence. Je vous ai mis là un extrait d'un texte de Rabelais dans le livre 2 de Pantagruel, donc écrit en 1532. Donc Pantagruel et ses compagnons étaient assez fâchés, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils mangeaient. Et donc Carpalime a décidé d'aller chasser. Comme il se levait, il aperçut à l'entrée du bois, donc un bois, c'est plus une forêt, un bois, un beau et grand chevreuil. Aussitôt, il courut après et l'attrapa en un moment. J'ai raccourci le texte. Hein. En courant, il prit de ses mains en l'air 4 grandes outardes. Donc ça, c'est les outardes, les grandes outardes dont je vous parlais. 7 bitards. Bitard, c'est l'ancien nom de l'outarde canepétière. 26 perdrix grises. 32 rouges. 16 faisans, 9 bécasses, 19 hérons, 32 pigeons ramiers. Avec ses pieds, il tua 10 ou 12 levreaux et lapins, 18 râles des genêts, 15 marcassins, 2 blaireaux, 3 grands renards. Et après, bon, il a appelé pour qu'on prépare du vinaigre pour cuire cette venaison. Donc on a là, quelque part, un listing des espèces qui étaient courantes à l'époque. Et un deuxième document, un article de journal qui est paru au tout début des années 80, d'une interview de monsieur Raymond Sanson, qui montrait là des champs à Artenay. Aujourd'hui, ces mêmes champs, vous avez tous les hangars de logistique. Hein. Et il nous dit, sur ce territoire de chasse de 8000 hectares, mon beau-père organisait 10 chasses par an sur 10 cantons. Chaque canton
Donc en gros, il divisait les 8000 hectares en 800 hectares, qui n'étaient chassés qu'une fois l'an. On comptait jusqu'à 17 nids de perdrix sur une parcelle de 3000 mètres carrés. En 1936, ils ont tué 9195 perdreaux, 1143 lièvres et 91 espèces diverses. Alors, pour en terminer, donc, qu'est-ce qui a favorisé pendant des millénaires, pendant des siècles et jusqu'au 19e, début 20e, cette biodiversité dans les champs? Eh bien, c'était un type de pratique agro-pastorale. Et je vous ai mis là, pour les 2 derniers siècles, ce que j'appelle la Beauce tout en couleurs. Vous avez des champs de trèfle incarnat, de luzerne. J'aurais pu vous mettre le sainfoin, mais comme je voulais vous mettre un cheval, j'avais plus la place. Et donc, ces champs de fourrage étaient cultivés en grande quantité pour nourrir le bétail, pour nourrir les chevaux agricoles, ces ouvriers de l'agriculture, et pour nourrir tous les chevaux urbains. Il fallait donc amener en ville de quoi les nourrir. Ces plantes sont mellifères. Les apiculteurs en profitaient. Et donc il y avait la fabrication d'un miel, dit miel du Gâtinais, qui était un miel qui cristallisait finement et qui donc avait un goût très fin et était vendu en milieu urbain. Alors, c'est le plan Marshall qui a en fait changé tout. Et aujourd'hui, nous avons une autre biodiversité qui est plus une diversité culturelle et moins une diversité sauvage, en tout cas pas la même. Voilà, donc qu'est-ce que ce sera demain, je ne sais pas. Et là, c'était voilà, un vol de grue qui était passé au-dessus de la maison il y a 3 ans.